Gabon Sport, c'est votre magazine hebdomadaire de l'actualité sportive. Aubameyang. Gabon Sport, c'est une émission d'information, d'analyse et de débat avec des experts du monde sportif. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci d'être au rendez-vous de Gabon Sport comme chaque lundi depuis maintenant un mois. C'est le 4e acte de ce programme sportif hebdomadaire de Radio Gabon, la référence. La LINAFP, la Ligue nationale de football professionnel, a discrètement retiré le P de ce sigle pour devenir simplement l'INAF. Derrière ce changement, une question, celle du statut réel du championnat national de première et deuxième division et partant celui des clubs. 8 ans après le lancement en grande pompe du championnat national professionnel, où en sommes-nous? Les clubs sous l'ère de la professionnalisation, quelles avancées et quelles difficultés rencontrées lors de cette mutation? C'est le sujet en ouverture de cette émission. Le championnat national gabonais a arrêté définitivement cette saison en raison, on le sait, de la crise sanitaire mondiale. L'épidémie a amplifié la situation d'un championnat englué dans de nombreuses difficultés. L'après-Covid, on y pense, quel avenir pour le national football? Ce sujet amène assurément celui de la réforme du championnat national de football, par où débuter la restructuration du national football, le statut de la ligue, des clubs, du joueur, le modèle économique adapté à la réalité locale, la réduction des clubs de l'élite, autant de points à évoquer. Quelles sont les propositions de l'association des clubs de première et deuxième division? Eh bien, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec, dans ce studio de Radio Gabon, Landry Keyi Rebanguino, président de l'association de première et deuxième division des clubs de première et deuxième division du championnat national. Bonjour, président. Bonjour, Nancy. Merci d'être venu. Avec moi, 2 journalistes, ils étaient déjà là la semaine précédente. Stéphane Massadassa du quotidien L'Union et Kennedy Ondomba de l'agence gabonaise de presse. Merci à tous d'être présents pour parler de toutes ces questions autour du national football, son futur. Très lointaine, cette bonne période qui a suscité l'admiration du projet de professionnalisation du championnat gabonais et toute la manne financière qui en découlait. Aujourd'hui, difficile d'évaluer les retombées de cet investissement. Entre espoir et désillusion, les acteurs du foot moins sceptiques veulent croire à la relance de ce football. Mais le tableau est tout aussi sombre que le contexte général appuyé par une crise économique qui va forcément suivre la crise sanitaire. Pablo Moussonjingoma, dans cet édito, décrit un environnement pas très reluisant. Difficile d'évoquer le débat de la professionnalisation du football gabonais 8 ans après, sans parler du contexte socio-économique, voire politique. Si on doit reconnaître que la CAN 2012 a permis au pays d'avoir une exposition médiatique, la vision politique était d'asseoir sa légitimité à partir d'une compétition domestique attrayante vers la destination Gabon. Problème, l'apport de l'État pour lancer ces faramineux projets était indispensable et asseoir les mécanismes de financement débouchant sur une sorte d'autonomisation à long terme. L'argent a circulé à grande vitesse et les acteurs ont glissé dans un conformisme coupable. Beaucoup d'argent sans une vraie lisibilité pour le futur. Les matchs sont diffusés à la télévision et à la radio. Pas de grandes stars, paradoxalement, les stades se vident. On ira, à cause d'une décision de la tutelle, jusqu'à se désister pour l'Ocean qui donne tout l'intérêt à cette compétition. Pour assombrir le tableau, une suspension de la CAF à 2 éditions de la compétition pourtant réservée aux championnats locaux. Difficile donc d'évaluer le projet sportif. Les mêmes mots semblent persister, des clubs pas toujours bien structurés, à l'exception de Mangasport, le Stade Migovéen, le FC 105, Ombilanzabi, USD et les autres qui disposent des infrastructures de base comme un terrain de football et les structures de formation. Tant que l'argent était là, tout le monde était silencieux jusqu'à un conseil d'administration de la LINAF avec autour de la table 2 entreprises pas toujours régulièrement et juridiquement constituées. Sans oublier le silence coupable de la FECAFOOT en son temps, un peu comme phagocyté par la puissance financière d'une ligue qui avait échappé à son contrôle à cause de lobbying. Voilà dans quelle forfaiture les animateurs du projet ont roulé l'État. L'imposture des uns au nom d'une proximité avec le bord de mer n'a fait qu'alourdir la note. Conséquence, on est passé à plusieurs milliards sans schéma clair, au strict minimum pour la survie appuyée
par des formules bricolées adaptées aux restrictions budgétaires. Le contrat-programme de 97-98 avait pourtant fait son chemin avec 750 millions de francs CFA à raison de 50 millions par club. On a joué un championnat national avec toutes les provinces. Il est temps d'oublier le saupoudrage pour mener une étude minutieuse et permettre aux clubs survivants de s'arrimer aux standards internationaux. Cette mission de la fédération doit transcender toute velléité électoraliste. L'attente, du moins, on s'en tient à ses détracteurs pour plus de technicité. Mais tant que les règles seront définies pour tous, ceux qui crient à la magouille ont des projets autres que sportifs. Resserrer l'élite est devenu aujourd'hui une obligation. On ne peut pas non plus faire l'omelette sans casser les œufs. Les relations hiérarchiques par la force des tensions de trésorerie semblent se normaliser entre la FEGAFOOT et la LINAF. Chacun dans son couloir, il faut bien des actions concertées pour la réussite des prochains challenges. Il faut donc soigner l'environnement pour démarrer une saison qui garantisse la pérennité de la compétition avec des moyens raisonnables, mais surtout réguliers. Voilà, vous venez d'écouter l'édito de Pablo Moussoudji-Goma. Plusieurs points ont été abordés. Le sujet est vaste. Vous en pensez quoi, monsieur le président Keï? Écoutez, Nancy, merci de me faire l'honneur de m'inviter ce soir dans ce studio. Merci. Écoutez, pour communiquer sur la question qui brûle et qui fâche actuellement. À la lumière de cet édito, il convient de convenir à ce qu'on pourrait définir par professionnalisation. C'est quoi la professionnalisation, messieurs? Pour moi, la professionnalisation, c'est la pratique du football de haut niveau. Hein? Cette pratique qui devient un moyen d'existence pour ceux qui choisissent comme métier le football. Et il faut dire que la professionnalisation ne se décrète pas. La professionnalisation ne se décrète pas. La professionnalisation, c'est vie. Et un professionnel, il vit de son activité. C'est ça la professionnalisation. Donc, la professionnalisation, c'est l'ensemble de tous ces composants qui sont organisés autour de la pratique du football. Et parmi ces composants, il y a les acteurs, les clubs. Parmi les composants, il y a les acteurs, les clubs. Le club, c'est quoi? Le club, c'est un ensemble. C'est le joueur, c'est l'entraîneur, c'est le dirigeant, c'est le président, c'est le prestataire, c'est des structures internes, telles que les médecins, les kinés, et les psychologues. C'est tout ça qui fait le club. Monsieur Keï, nous allons venir sur ce sujet. À côté, s'il vous plaît, vous m'avez posé la question. À côté, il y a aussi le cadre organisationnel. Donc, ceux qui ont la latitude et la mission d'organiser cette activité, puis la tutelle. Lorsque tout ça est organisé, à partir de cet instant, on pense si on peut parler de professionnalisation. Sinon, on a mis la charrue avant le bœuf. Voilà, avant d'en venir au sujet central sur le futur. Proposant commence très fort là. Je le constate. Avant d'en venir au sujet central sur le futur du National Football et de parler de restructuration, faisons un détour pour parler du bilan justement de ces dernières années. C'est pour ça que j'ai tenté de vous arrêter. Sous l'ère professionnelle, on rappelle que dans la foulée de la CAN 2012, le Gabon lance son championnat de football professionnel. 8 ans après, la LINAF procède à la requalification du championnat professionnel en championnat amateur sans doute. Ce changement sonne comme un aveu d'échec. Pourquoi et comment en est-on arrivé là, Monsieur le Président Keï? Mais Nancy, avant de parler également de comment dirais-je, parler d'échec. Oui. Il faut parler de l'historique du championnat. C'est la base, il faut venir sur les fondements. Ce qui s'est passé. Pourquoi sommes-nous passés d'un championnat amateur à un championnat professionnel? Quelles étaient les limites de ce championnat amateur? Il faut dire que lorsque le championnat gabonais a été créé vers les années 68, vous me pardonnez si ma mémoire me joue des tours,
le championnat était dit amateur. L'État accordait des subventions aux clubs de première division à la hauteur de 50 millions de francs CFA. Vous recevez 25 millions à l'aller, 25 millions la phase de retour. Et les clubs avaient obligation de justifier auprès du contrôleur financier l'utilisation de la subvention qu'ils ont eue de la part du Trésor public. Et je vous rappelle, à cette époque, il n'y avait pas d'arrêt de salaire à cette époque. Je prends par exemple l'année 2000 où Manga Sport obtient son deuxième titre de champion d'Afrique, de champion du Gabon, parce que le championnat avait été arrêté par le ministre des Sports. Et c'était d'ailleurs, si je me rappelle, sa deuxième année, parce que le premier sacre de Manga était en 95. Donc en l'an 2000, c'était le deuxième sacre. Mais là, il y avait la subvention de l'État qui était de 50 millions, mais on avait déjà connu de mouvements. Il y avait déjà des mouvements organisés au cours de ces championnats. Parce que ces championnats avaient été arrêtés et le ministre à l'époque avait arrêté. Bien, il faut dire que après ces années de lumière, grâce à l'engouement que la CAN est connu vers les années 2012, le chef de l'État a pensé qu'il fallait aujourd'hui professionnaliser la pratique du football dans notre pays. Sans intéresser et sans avoir associé tous les acteurs de football, les clubs, les groupements sportifs, les ligues, la LINAF et la Fédération gabonaise de football. Est-ce que c'est une mauvaise idée, Président, de professionnaliser le football gabonais? Ben, écoutez, en dehors de ne pas associer, est-ce que l'idée en elle-même était mauvaise? Non. Vous savez, je ne dis pas que l'idée était mauvaise. Je pense que l'engouement qui a prévalu à cette époque après la CAN, a suscité la volonté du chef de l'État de professionnaliser le football gabonais. Le problème, c'est pas l'idée. Le problème, c'est de savoir qu'a-t-on fait pour accompagner la volonté du chef de l'État. Est-ce que les hommes qui ont été choisis pour accompagner cette volonté l'ont été et ils l'ont fait franchement? C'est ça le vrai problème. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? On a eu, comment dirais-je, les consultants espagnols qui sont venus, qui nous ont collé un exemple, un environnement qui n'était pas compatible. Un modèle environnemental qui n'était pas compatible avec le nôtre. On ne vient pas, Madame Nancy. On ne vient pas parce que ce qui est faisable ailleurs n'est pas forcément chez nous. À l'époque, peut-être, attiré par la manne financière, vous avez accepté de jouer le jeu. Pourtant, vous connaissez toutes ces questions. Ah non, madame. Ah non, c'est désolé. Vous avez accepté de partir sous l'air professionnel. Qui a accepté? Tous les clubs qui se sont engagés. Mais moi, je me rappelle qu'à l'époque, c'est pas que je défends M. Nkeyi. Je me rappelle qu'à l'époque, M. Alabafal était l'une des personnes qui s'est levée pour dire que l'idée est bonne, mais on ne peut pas quitter du statut amateur à émigrer directement au statut professionnel. Je pense que, je pense que, j'ai vu, on a pris Alabafal, en guillemets, pour un opposant. Alors que, en guillemets, parce que on a vu certains présidents de clubs qui étaient pour, d'autres étaient, qui n'étaient pas partants. Non, maintenant, les présidents de clubs qui étaient pour, prenaient pour opposants les gens qui étaient contre le projet de l'État. Non, je ne peux pas me permettre de vous laisser dire de telles choses. Ce que vous devez savoir, c'est que les clubs n'ont jamais accepté que nous passons du statut. Certains clubs ont accepté de jouer la formule. Mais je vous dis, ils ont accepté la formule ils ont accepté. Je parle de la majorité. Le modèle, certains clubs ont accepté le modèle. Je suis d'accord. Alors, à côté du président Bosco Alabafal, vous avez le président Assele, vous avez le président Ngari,
qui n'ont pas accepté dès le départ. Mais après, ils ont joué, n'est-ce pas? Oui. Mais la volonté politique étant là, oui. Il a fallu un moment, comme vous disiez tantôt, on leur a taxé d'opposants oui. à la volonté du chef de l'État, et puis ils étaient obligés d'ouvrir les vannes afin que encore que ça, c'est pas ça le problème. Et c'est ce duo alors le problème. Hein? Le problème, comment en est-on arrivé là? Après tous les espoirs suscités, toute la manne financière. Les milliards qu'on touche chaque année et tout, les clubs se sont engraissés. Après les sommes colossales dépensées. Se sont engraissés, les joueurs qui touchaient les 400 000 francs le mois, 600 000 francs le mois, 500 000 francs, voire même millions le mois. Bon, aujourd'hui, nous en sommes. Ben, écoutez, moi, ce que vous dites, parce que vous dites que les clubs ont touché des milliards, vous savez que le modèle, lorsque le modèle a été imposé aux clubs, il nous a été... Mais c'est un fait, non? Vous avez touché des milliards, les clubs, ce sont quand même... Oui, bien sûr. Voilà, il faut quand même reconnaître l'avance. Oui, les clubs ont touché les milliards. Il n'y a pas que les clubs ont touché les milliards. La LINAF, vous savez combien les consultants... Vous savez, ibériques qui sont arrivés... Vous savez combien ils ont touché? Mais il y avait beaucoup d'argent. Il y avait beaucoup d'argent qui tournait. Hein? Vous savez combien ils ont touché? C'est vous qui êtes le secrétaire du on vous écoute. Ben alors, vous savez qu'est-ce qui a arrêté cette supercherie? Mais c'est vous également. Bon, c'est vous. Bon, alors donc... Voilà. Ok, donc le championnat professionnel impliquait un certain nombre d'obligations à remplir par les clubs. On parle du respect du cahier de charge. Parce que, voilà, 8 ans après, où sont les clubs de première et deuxième division? Avec le respect, parce que la question fait toujours débat. Non. On a demandé très longtemps de sanctionner les clubs qui ne remplissaient justement pas les critères pour jouer en élite. Où en sont les clubs 8 ans après? Est-ce qu'il y a eu une certaine évolution? Non, mais peut-être... Il y a eu des avancées, les clubs ont réussi à se structurer. Le président va nous dire. Peut-être, non, c'est peut-être la question. Qu'on guide du cahier de charge imposé au club par la LINAF. Bon. C'est la même chose pour Kennedy. Oui, peut-être, pour qu'ils comprennent. Pour qu'ils essaient de saisir bien la... Vous voulez que je réponde maintenant? Oui, Bien. Oui, monsieur Kennedy. Vous savez, dans l'organisation, dans un championnat de football, les règles, c'est dès le départ. Oui. On établit les règles dès le départ. Moi, je trouve vraiment ridicule, permettez l'expression, de demander un cahier de charge aux clubs qui sont partis de la 4e, 3e division pour se retrouver en première division. Moi, je pense que vous aurez dû imposer la présence de ce cahier de charge dès le départ. Mais le cahier de charge, ce ne sont pas les clubs qui le mettent en place. Le cahier de charge, c'est l'organisateur de la compétition qui prépare ce document et qui met ce document à la disposition des clubs. Maintenant, monsieur le président du club, voici le cahier de charge. Vous voulez participer à un championnat d'élite, voici à quoi vous devrez vous soumettre. Si vous ne vous soumettez pas à cette exigence, il n'y a pas de raison que vous voudriez prétendre jouer à la compétition de haut niveau. Ce n'est pas lorsqu'on est déjà, comment dirais-je, en train d'évoluer dans cette compétition que vous allez nous rappeler que, attention, il y a le cahier de charges qu'il va falloir observer. Donc, ce n'est pas pour vous arrêter, donc il faut dire que... Il y a la charrue qui a été mise avant le but. Non, mais pas la charrue. Vous allez dire quoi? Que si ce cahier n'a pas été respecté, c'est plus ou moins à cause de la LINAF? Si le cahier de charges n'a pas été respecté, c'est plus ou moins à cause de la LINAF. Mais ce cahier de charges, je suis désolé, moi je prends certains clubs, je prends l'exemple de certains clubs, je prends mon club lorsqu'on est monté, lorsqu'on a joué la D2 nationale et la première division, on nous a imposé un cahier de charges que nous avons respecté. Non, mais ça c'est on peut comprendre. Non, mais il y a certains clubs gabonais qui ne répondaient pas aux critères, et vous le savez très bien. Ah non, je ne sais pas, vous me l'apprenez. Et ça comptait les magouilles. Également pour essayer un peu de passer. Qui a favorisé? Pour avoir la l'INAFP. Qui a facilité cette magouille? Ah, mon président, mais vous connaissez. Président, vous savez, la question sur le cahier des charges est très vaste. On peut aller point par point pour bien comprendre. Dans le respect. C'est vrai que tout n'était pas faisable. Peut-être avoir les infrastructures pour certains clubs, c'était difficile, mais on pense que c'est le minimum. Mais même respecter le simple fait d'avoir toutes les catégories, certains clubs quand même ne l'ont pas fait. La question là, c'est où en êtes-vous? Certains clubs, on sait répondre à certains, respectent les critères, mais il y a quand même la majorité.
qui ne respectent pas ce cahier des charges. Où en êtes-vous? Qu'est-ce qui a été fait, en fait, pendant 8 ans, sous l'ère de cette professionnalisation? Qu'est-ce qui a été fait pour emmener les clubs justement à respecter le cahier des charges? Parce que ce cahier des charges, c'est celui qui définit quand même, qui, dans toutes ces lignes, fixe le cap. qui fixe le cap. Qu'est-ce qui a été fait? Écoutez, Nancy, le cahier des charges n'est qu'un élément parmi les éléments exigibles pour prétendre jouer à un championnat d'élite. Ne vous focalisez pas uniquement sur le cahier des charges. Oui, ne vous focalisez pas uniquement sur le cahier des charges. Au-delà du cahier des charges, il y a l'environnement. Il y a l'environnement dans lequel évolue le sportif. En dehors du cahier des charges, vous avez le code de sport qui devait également être mis en place. On évolue avec quel cadre juridique? Nous allons venir sur cette question. Pilotage à vue. En dehors de ça, l'environnement économique, le sponsoring. Vous parlez, on dit oui c'est bien, les clubs ne respectent pas ci, les clubs ne respectent pas ça. Mais je vous prends un exemple. Quand vous regardez le règlement de la Ligue nationale de football, c'est l'organe, là c'est la LINAF, qui doit contacter les prestataires pour la diffusion des matchs, par exemple, de première et deuxième division. Mais est-ce que, aujourd'hui, j'ai suivi votre émission la dernière fois avec M. Brice Bikanjambou, vous lui parlez la dernière fois des dettes de certains prestataires avec la LINAF. Qui a contacté ces dettes? Les clubs. Pardon? Ah bon? Mais en fait, il y a un endetté. Je parle de ceux qui ont diffusé les matchs à la télévision. Ah, d'accord. Ce sont les clubs. D'accord. C'est ni les clubs, ni la LINAF. Alors que, attendez, où sont les droits où est la gestion des droits de télévision? Parce que c'est ça aussi. Président, qui a contracté ces dettes? Hein? Il veut parler du principe des droits de télé. Il veut sûrement parler des consultants ibériques, n'est-ce pas? Ben oui, je veux pas sûrement, je parle de ça. Alors, dites-le clairement que vous parlez des consultants ibériques. Mais justement, c'est parce que quand vous parlez de l'environnement, c'est tout cet environnement qui est spolié, qui n'est plus intéressant. Il faut revoir les choses ensemble. Il faut nettoyer. Monsieur le Président de l'association des clubs, ma préoccupation est bien précise. Parce qu'on parle de l'ère de la professionnalisation. On a eu 8 ans pour que les clubs se structurent. 8 ans de mutation. Je demande qu'est-ce qui a été fait. C'est quand même impensable de savoir qu'un club qui joue l'élite, même si le championnat, dans vos dires, il n'était professionnel que de nom, mais c'est quand même impensable. C'est un fait, oui. C'est quand même impensable qu'un club qui joue l'élite ne puisse pas avoir son stade, ne puisse pas avoir toutes ces catégories. Et donc ma question, elle est bien précise. Qu'est-ce qui a été fait pendant toute cette mutation, cette structuration des clubs? Parce qu'il y a aussi la structuration du championnat lui-même. Cette structuration des clubs, qu'est-ce qui a été fait pendant 8 ans? Est-ce que vous avez tenté, quels sont les clubs, que vous avez vus évoluer pour respecter justement ce cahier de charges, respecter quand même certaines exigences? C'est cela ma question. Non, je ne dirais pas que les clubs ne sont pas blâmables. Il y a des clubs qu'on connaissait déjà qui étaient structurés comme Manga. Non. Je dirais pas que les clubs ne sont pas blâmables. Ok, nous avons également notre part de responsabilité dans ce qui est fait. Dans cet échec. Chacun de nous. C'est un échec alors. Mais c'est un échec. D'accord. Chacun de nous a sa part de responsabilité, mais à des degrés différents. Ça c'est clair. C'est qui est clair aussi. Ça c'est clair. Bien. Aujourd'hui, mais vous-même pour avoir un titre foncier dans ce pays, c'est compliqué. Pour bâtir votre maison. Et vous pensez que c'est facile pour une association d'avoir un terrain pour ériger une aire de jeu? Les clubs avant d'arriver clubs avant d'arriver à l'élite. Attendez. Je vais arriver. C'est pour vous dire que tous les clubs qui participent aujourd'hui au championnat de première et deuxième division, pour ceux qui ont eu la chance d'avoir un terrain, tant mieux, ils l'ont. Mais pour ceux qui ne l'ont pas, ils ont eu un partenariat avec les instituts privés ou encore les mairies pour travailler dans leurs installations et en retour, ils ont l'obligation de garder les aires de jeu dans un état praticable. Donc aujourd'hui, tous les clubs qui participent au championnat de première et deuxième division, même les clubs de troisième division, font la pratique du sport dans une aire de jeu convenable. Maintenant, vous posez la question de savoir qu'avons-nous fait avec autant d'argent? C'est vrai, c'est blâmable. De tous ceux qui ont perçu cet argent à cette époque, on peut compter
un certain nombre de clubs qui ont fait cet effort de pouvoir s'organiser et avoir des installations dignes de ce nom. Il n'y a pas que les installations, il y a le cas des catégories. Combien de clubs ont de petites catégories, une section féminine qui était aussi parmi les exigences de la LINAF? Combien de clubs? Moi, je pense que ça va être une obligation, une exigence de la LINAF d'avoir les clubs, par exemple, des clubs de petite catégorie et les sélections féminines. Mais lorsque la fédération fait comment on appelle ça, leur tournoi à Franceville chaque année, à Tchibanga, ces filles-là viennent d'où? Ce sont les filles des ligues, c'est pas les filles qui appartiennent à des groupements sportifs, à des clubs. Justement, sauf si vous me dites que, sauf si vous me dites que ces filles-là tombent comme ça un jour. Non, elles appartiennent à des clubs, mais pas au club de l'élite. Elles appartiennent au club d'élite. Mais les clubs d'élite, c'est qui? Combien de clubs d'élite ont une section féminine? Combien? Écoutez, vous connaissez, donnez-moi le nom d'un club qui n'a pas une section féminine. Madame Nancy, tout le monde vous écoute. Donnez-moi le nom d'un seul club. Mais on peut citer, Mounana, par exemple. Manga n'a pas de section féminine. Mounana. Akanda n'a pas. Bon, il y a plusieurs, il y a pêle-mêle. OYMAC en a, USB en a, et encore qui a une section féminine. 105. Je crois Uzo aussi, 105. Après, on les compte. Bouanguidi, je pense Michil. pas. Non. Bouanguidi n'en a pas. Non, dites pas ça. Bouanguidi a une section féminine. Peut-être. Bon, en tout cas, on n'a pas l'information. D'accord. Mais c'est vrai, vous êtes nombreux à ne pas avoir des sections féminines. Mais oui, mais ça s'explique également, Stéphane. Il n'y a pas que la question des sections féminines, il y a aussi la question. Les petites catégories, U15, U18, U12, tout est patati patata. Mais je suis d'accord. Est-ce que vous trouvez normal? C'est bien de demander au club d'avoir toutes ces catégories. Mais pour quel but, pour quelle fin, pour quel championnat? Ce sont les clubs qui vont organiser ces championnats? Moi, je vous dis, à OIM, nous avions... Moi, mon club a toutes ces catégories. Mais pour quel championnat? Pour quel championnat? Mais vous jouez le championnat pour provincial. Oui, mais moi, j'ai la chance d'être dans une ligue où les activités sont vivantes. Mais il y a des ligues où, je suis désolé, il n'y a pas ces activités. La Ligue de France, vous pensez que on va garder ces filles, on va garder ces jeunes, s'il vous plaît, on va garder ces filles, on va garder ces jeunes pendant toute une saison? Parce que, in fine, quel est l'objectif de ces enfants? C'est de s'épanouir. C'est de partir d'un environnement à un autre pour aller jouer au football. Président, excuse-moi, Kédé. Président, la question qu'on vous pose aujourd'hui, c'est est-ce que vous avez fait votre part? Est-ce que vous avez votre part? Est-ce que vous avez fait pas? Et maintenant, là, on a l'impression que vous me dites, eux n'ont pas fait la leur, nous, on n'a pas fait la nôtre. C'est là la réponse. C'est pas ce que j'ai dit. Mais c'est ce que vous voulez dire. Non, ne prêtez pas attention. J'ai dit ceci, on reconnaît que les choses n'ont pas été faites, tout à fait, dans les règles de l'art, mais nous en faisons. Et nous continuons à en faire, nous faisons des efforts. Toutefois, nous disons que l'absence de compétition dans les catégories que vous décriez aujourd'hui fait également mettre aussi en lumière les difficultés que les clubs ont à s'organiser. Et en plus, je vais vous le dire, depuis 2014, que les clubs à OIM ont toujours eu la section féminine de football. Ce n'est que cette année que nous avons reçu. Ce n'est que cette année que nous avons reçu de la part de la Fédération gabonaise de football 500 000. Ok? Quel est l'accompagnement de la Fédération gabonaise de football? Quel est leur accompagnement pour nous permettre de bâtir ces catégories de sportifs en province? Non, mais président, il faut pas seulement voir la FEGA Foot. Pardon? Il faut pas seulement la FEGA Foot. Il y a pas que la FEGA Foot qui doit intervenir dans le faisant de la formation. Il faut aussi voir l'État. C'est bien de demander au club, c'est bien de vous demander d'avoir les sections des petites catégories, notamment les sections féminines. Est-ce que l'État vous accompagne dans ce projet? Mais écoutez, Kenny. C'est bien de porter le doigt à la FEGA Foot, oui. La FEGA Foot doit faire sa part via la FIFA. Est-ce que l'État vous accompagne? Il ne faut pas qu'on fasse la langue de bois. Vous posez la question, c'est vous qui dites que nous sommes tributaires que de la subvention de l'État. Et vous nous demandez encore de partir. Je vais vous dire une chose. Mais l'État doit vous accompagner, en principe. Mais écoutez. Et également la FEGA Foot à travers la FIFA. Non, mais je pense que
Non, pour penser À partir de que 2012, le l'État a bien président... accompagné. Il y a de l'argent qui a été injecté. Non, pas L'accompagne. dans la formation. C'était pour le football d'élite. Parce qu'il faut reconnaître que l'État a mis de l'argent dans le football d'élite en oubliant le football de base. Parce que on ne peut pas construire l'élite s'il n'y a pas le football amateur et la formation. L'État a mis l'argent pour National Foot 1 et 2. Est-ce que l'État a mis l'argent pour la formation? Ça, c'est de l'argent. En 2012. Directement. Ben, l'État a mis l'argent à travers la FEGAFOOT. La FEGAFOOT reçoit, si l'État n'a pas mis. La FIFA, à travers la FEGAFOOT, a reçu de l'argent pour la formation de cette catégorie de compétiteurs. Donc, l'argent a été mis à l'endroit de l'organe fêtière pour organiser le football au niveau de cette catégorie. On ne parle pas de football amateur, mais bien de l'élite. Non, on ne peut pas. On ne peut pas parler de l'élite sans amateur. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Dans un courrier qui a fait grand bruit, puisqu'on parle de la professionnalisation, le ministère des Sports demande des comptes à la LINAF, les justificatifs sur l'utilisation de la subvention. Cette exigence du ministère des Sports concerne également les clubs. Les bénéficiaires sont les grands bénéficiaires de l'aide de l'État. Sur ce point, qu'est-ce qui est fait par les clubs? Le rapport entre... Peut-être je vais ajouter une deuxième question. Oui, Kennedy. Comment vous avez trouvé le fait que ce courrier soit présent dans les réseaux sociaux? Quel courrier? Le courrier Du ministère qui demande les réseaux sociaux, qui l'a fait fuiter. Des comptes. Écoutez, allez poser au ministère. Vous me posez une question. Le courrier parle du ministère. Pour quelle destination? La LINAF. En quoi les clubs sont-ils concernés? Mais écoutez, c'est ça aussi la professionnalisation que vous demandez, que vous exigez de la part des gens. Vous trouvez normal que c'est professionnel? Un document administratif qui parle de la plus haute autorité sportive du ministère de la République vers un exécutant, ça se retrouve dans les réseaux sociaux. C'est pas les clubs, hein. Ça, c'est pas les clubs. Mais c'est ça aussi le professionnalisme. Le professionnalisme, c'est un état d'esprit. C'est un comportement. Ça se décrète pas. C'est bien de demander les clubs à être ici, à être là, mais c'est ça aussi le professionnalisme. C'est le manque de professionnalisme. Voilà, qui a fait fuiter? C'est ni les clubs, mais ni, non, je connais pas. C'est ni les clubs, ni encore moins les journalistes. Parce que vous et nous ne sommes ni au ministère, ni à la LINAF. Donc, ce sont les deux qui savent qui a fait fuiter l'information. Vous parlez d'état d'esprit, justifié aussi... La manne. La manne, c'est un état d'esprit. Ça entre dans le cadre de la professionnalisation. Je demandais donc qu'est-ce qui est fait par les clubs actuellement dans la justification de l'aide de l'État. Mais madame, pourquoi ça fâche? Je vous ai dit... Je ne vous ai pas dit que ça fâchait, je demandais qu'est-ce qui est fait. Non, mais parce que le président de la LINAF était invité la semaine précédente, il nous a expliqué un peu ce qui a été fait. Il a expliqué ce rapport un peu à son niveau. À votre niveau, qu'est-ce qui est fait? Mais quel niveau? Depuis que l'État octroie des subventions aux clubs, nous avons toujours justifié à l'endroit du contrôleur budgétaire. Donc, ce qui est demandé aujourd'hui... Donc, c'est pas nouveau. Ce qui est demandé aujourd'hui n'est pas nouveau. On est en train d'enfoncer une porte ouverte. Pour moi, il n'y a pas de raison qu'on en parle. C'est tout à fait normal. Qui paye commande? Je vous ai donné de l'argent pour aller faire une course, mais vous revenez, rendez-moi compte. C'est tout. Ok. Ce qu'on doit entendre, c'est que les clubs sont dans le processus de justification. Voilà, on parlait du championnat. Certains ont déjà justifié. Il reste 6 clubs. Voilà. Voilà, le championnat national n'a pas été professionnel. C'est ce qu'on résume. Il a été professionnel que de nom. Dans les faits, il est miné par des difficultés tant organisationnelles que financières. En 8 ans, la LINAF, tout comme les clubs, n'ont pas réussi à passer le cap de la dépendance financière. Il est temps de penser au futur. C'est le prochain sujet. Voilà, deuxième partie de ce 4e numéro de Gabon Sport avec notre invité, Landry Keyi Rebonguino, président des clubs de première et deuxième division, et mes confrères Stéphane Massassa et Kennedy Ondo. Le monde sportif a subi de plein fouet les restrictions liées à la Covid-19. Plusieurs observateurs et anciens sportifs tels que le président du Libéria, Georges Opong-Weah, sont sceptiques quant à l'avenir du football africain après le coronavirus. Au Gabon, comment se dessine le futur du championnat national d'élite? Par où commencer? Puisqu'on parle de relance, par où commencer la relance? Nous avions été tous frappés par l'arrêt des activités du championnat de première et deuxième division et toutes les autres activités d'ailleurs, dernièrement depuis le mois de mars. Et aujourd'hui,
le championnat est allé à son arrêt et le président fédéral a décidé d'arrêter les choses en désignant les clubs africains sur la base des résultats sportifs en cours. Les journées que nous avions déjà disputées sur le terrain. Ce qui est dommage, c'est que... Qu'est-ce qui est dommage? L'arrêt du championnat? La désignation. Ah non, nous on a dépassé. Nous on a dépassé. Ce qui est dommage, c'est que à partir du moment où le président fédéral a pris la décision d'arrêter le championnat, il nous aurait donné au moins une date de reprise. Vous savez, le président Brice Mbika, j'ai écouté l'édito de Pablo qui dit on sait quand on commence, on ne sait pas quand on termine, mais c'est faux. C'est ni on commence ni quand on termine. Je vous informe. Vous ne partagez pas son avis, oui. Selon vous, qu'est-ce qui est logique? Mais ce qui est dommage, c'est que après que le président fédéral ait arrêté le championnat et que les représentants soient connus, on aurait dû appeler tous les acteurs pour réfléchir sur le prochain modèle du championnat de première et deuxième division. Je pense que le travail est en train d'être fait par les instances dirigeantes. Mais écoutez, le travail est en train de faire par qui? Par les instances de football. Mais je vous montre, regardez. Voici un travail que la Ligue et les clubs ont fait et nous avons terminé. Ça nous a pris 3 semaines et nous avons terminé. La fédération regorge près d'une 50aine d'employés là-bas. Je suis sûr. À quel moment va-t-on présenter aux acteurs que nous sommes ce travail? À 2 semaines après, on va nous demander de donner des avis alors que ça fait bientôt plus d'1 mois, on a arrêté le championnat. Ça fait 3 semaines qu'on a arrêté le championnat. Il n'y a aucune commission qui a été arrêtée pour réfléchir sur le prochain modèle. Mais nous, on sait, on a déjà travaillé avec la LINAF. On a fait notre part de travail. Nous, on attend. Le jour où ils vont venir, parce qu'aujourd'hui, ce qui leur intéresse, c'est le cahier des charges. Mais le cahier des charges ne constitue pas essentiellement le modèle à travers lequel il faut baser le championnat de première et deuxième division. Le cahier des charges est un élément. Est-ce que vous comprenez? Il n'est même pas fondamental, le cahier des charges. Nous, on a envie d'être optimistes. Je ne sais pas si Stéphane et Kelly, nous avons envie d'être optimistes. On parle justement de ce travail sur la réforme. Vous dites que vous avez travaillé durant 3 semaines sur le modèle du prochain championnat, justement. La réforme se fait de plus en plus pressante. Quel est le statut, par exemple, du National Foot pour la saison prochaine? Quel est le statut idéal? Dans votre travail, qu'est-ce qu'il en ressort? Les clubs militent l'année prochaine pour un championnat en poule unique. Ça, il faut qu'on arrête d'être ridicule. Excusez-moi. Ça, c'est pour ce qui est de la formule. Ça, c'est ce qui est de la formule. Mais pour ce qui est du statut, madame, n'ayons pas peur et n'ayons pas honte de faire un rétro-pédalage. On s'est engagé sur une voie. On s'est engagé sur une voie. Aujourd'hui, nous peinons à avancer. Mais écoutez, vous avez le Ghana. Ils n'ont pas un statut professionnel. Et pourtant, ils sont tout le temps en poule. Ils sont tout le temps en phase de poule. Hein. Mais ils ne jouent pas un championnat professionnel. Est-ce que vous comprenez, madame? Oui, on vous suit. Donc, moi, j'ai dit aujourd'hui, n'ayons pas peur. Les avancées dont aujourd'hui, je suis d'accord. Madame, moi, je suis écœuré. Vous n'avez pas répondu à la question. Quel statut, justement, pour le futur championnat national? Je vous ai dit que n'ayons pas peur de faire le rétropédalage. Moi, mettez des mots, s'il vous plaît. Moi, je souhaiterais qu'on aille sur un statut semi-professionnel, par exemple. Un statut semi-professionnel. Parce que le professionnalisme a des exigences. Le footballeur ne vit que de ça. Écoutez, je vais vous dire une chose. Je prends cet exemple-là. Parce que, vous savez, moi, je suis venu ici par respect. Je n'étais pas obligé d'arriver. Mais je suis arrivé par respect. Parce que quand vous invitez les gens pour communiquer, il faut qu'on soit sérieux. Vraiment sérieux. Je prends un exemple. Vous voyez la dette des joueurs, là. Tous les jours, on parle de dette. On est ridicule parce qu'il y a la dette des joueurs. Que prévoit les statuts de la Fédération gabonaise de football? L'article 66, il dit quoi? En cas de malentendu entre les acteurs d'une même association, ils doivent se référer au tribunal local. Ça fait bientôt 8 ans, Nancy. La fédération est incapable, avec toutes les intelligences qu'il y a à la Fédération gabonaise de football, de mettre le taf. Parce que s'il y avait le tribunal local, on ne serait jamais allé à la FIFA. Parce que le TALF aurait réglé tous ces problèmes localement.
Mais à qui profite cette situation? Pendant 8 ans, avec tous les magistrats qu'il y a là, dans ce pays, on est incapable de mettre un tribunal local, mais on exige à certains de respecter les statuts, alors que l'organe fêtière est incapable de respecter, de mettre en place une structure. Je vous annonce que le président fédéral sera l'invité dans quelques semaines de Gabon Sport. Il aura l'occasion justement de répondre à cette question. Mais nous sommes montés de parler de la réforme. Vous dites que vous avez travaillé longuement sur la réforme. Vous avez des propositions. Vous avez parlé du statut du National Foot. Vous le voulez, semi-professionnel. Qu'est-ce qu'on met dans semi-professionnel? Écoutez, qu'est-ce qu'on met dans semi-professionnel? Il faut, dans un premier temps, revoir tout ce qui n'a pas marché. Il faut mettre en place un code de sport. Il n'existe pas. Le code de sport, aujourd'hui, il fait mal. On ne sait pas. Les tests susceptibles d'encadrer ce championnat professionnel. Aujourd'hui, on joue, on ne sait pas ce qu'on gagne à la fin. Les équipes vont en Coupe d'Afrique, c'est à la tête du ministre qui arrive dans le département de sport. La subvention, on ne la connaît pas. C'est 20 millions, c'est 40 millions, c'est 15 millions. Mais il faut que ça soit écrit. C'est pas clair. C'est pas clair. Il faut favoriser l'environnement économique propice, madame, au développement du sponsoring et des droits de télévision. Tout ça, il faut regarder. Il faut regarder ça. Il faut mettre en place un cadre juridique. Le cadre juridique n'existe pas. Il faut faire il faut revoir, madame, il faut revoir. Et tout ça, c'est avec tout le monde. Ce ne sont pas les clubs. C'est le ministère, c'est la fédération, les ligues, les communicateurs que vous êtes. Président, parfois on est tenté de vous demander comment avez-vous, en tant que club, accepté de jouer pendant 8 ans sans vous assurer de cet sans même savoir où vous partez. Est-ce que vous n'êtes pas finalement responsable aussi de cet état de choses aujourd'hui? C'est la question que Kennedy, lors de la conférence de presse de l'association des clubs, avait posée. Et nous lui avons répondu. Répondez-moi. Je vous le dis, que l'année prochaine, nous n'allons plus commettre les mêmes erreurs. Nous n'allons pas jouer si les choses ne sont pas faites dans les règles de l'art. Et ça va être clair. Il n'y aura pas, laissez-moi terminer, il n'y aura pas de championnat l'année prochaine si les choses ne sont pas faites correctement. Est-ce que savez que cette phrase est une rengaine. Hein. Écoutez, laissez-moi. Non, si. On espère que les clubs dont on sait un peu. Non, si. Je m'explique. L'année dernière, nous étions dans les mêmes dispositions. Le président fédéral a invité tous les acteurs du football. Nous avons écrit un document que nous avons tous signé. Le président fédéral, la LINAF, la Ligue, les clubs et les joueurs. Nous avions demandé, nous avons dit au président, vous me suivez, madame, nous avons dit au président de la Fédération gabonaise de football que nous n'allons pas jouer au football cette année si on ne change pas de statut. Nous avons dit au président fédéral que nous n'allons pas jouer au football cette année si on ne nous donne pas la totalité de la subvention. Le président fédéral avait dit à l'époque qu'il prenait cette préoccupation à bras le corps pour aller en discuter avec le ministre. Malheureusement, qu'est-ce qui s'est passé? C'est le même président fédéral qui nous a demandé qu'on pouvait commencer par jouer en nous payant la première moitié de la tranche et le reste devait suivre après 3 journées. Le ministre l'avait dit. Il avait dit que l'argent était déjà prêt. Mais cette tranche, jusqu'à aujourd'hui, nous avons terminé. La première phase, nous n'avons jamais reçu la deuxième tranche. Est-ce que vous comprenez? Donc aujourd'hui, l'année prochaine, vous comprenez qu'il est, comme on sait déjà, l'intention qu'il y ait 8 clubs en première division ou 4 clubs en deuxième division. L'année prochaine, si la subvention n'est pas payée dans sa globalité, il n'y aura pas de championnat. Là, ce sont les exigences des clubs pour reprendre le championnat l'année prochaine. On parle aussi d'exigences pour vous-même, puisqu'on parle de restructuration. Nombreux pensent que la mutation des clubs en société, c'était la panacée. Est-ce que vous partagez cet avis? Vous parlez d'un championnat à statut semi-professionnel. Est-ce que les clubs eux-mêmes doivent se muer en société pour justement entrer sous l'ère de ce semi-professionnel? Mais oui, il faut déjà changer la loi qui régit les associations. Et moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Lorsque nous parlons de favoriser l'environnement économique, quelle est la société, quelle est l'entreprise qui viendra vous accompagner si elle sait qu'en retour, elle ne va pas obtenir des compensations pour les efforts qu'elle va consentir à l'endroit des clubs. Donc, nous sommes
tout à fait en phase avec cette préoccupation. Puisqu'on parle du statut des clubs, on pense aussi à celui des joueurs. Au lancement du championnat, il y a un SMIC qui avait été institué, celui de 400 000, sous l'ère de votre proposition de semi-professionnel. Est-ce que vous jugez qu'il faut toujours arrêter justement un montant fixe par mois pour les joueurs de salaire? On sait que quand le championnat avait été lancé, ce salaire était directement payé aux joueurs, même si la donne a changé quelques temps après. Qu'est-ce que vous proposez sur le salaire du joueur? Parce qu'on parle des clubs, mais on oublie qu'il n'y a pas de club sans joueurs. Qu'est-ce que vous proposez pour les joueurs, pour le salaire des joueurs? Et aujourd'hui, vous proposez un championnat semi-pro. Qu'est-ce qu'il en est pour le montant arrêté pour le salaire de joueurs? Est-ce que c'est toujours sur la base d'un montant arrêté fixe? Un salaire minimum. Écoutez, voilà pourquoi ça dépend aussi du contrat. Ça dépend du contrat contacté entre le joueur et le club. Et je pense qu'il faut laisser cette position ouverte. C'est chacun. Vous savez, on peut jouer un championnat semi-professionnel et avoir à l'intérieur du club des joueurs professionnels. Ouais. Effectivement. On peut jouer un championnat semi-professionnel, mais avoir des joueurs professionnels dans le club. Donc, je pense qu'il faut laisser libre cours aux clubs, et cela va se matérialiser par les objectifs des clubs. Par les objectifs des clubs qui mettront un budget conséquent pour ce qu'ils voudraient atteindre comme objectif en fin de saison. Puisqu'on parle des salaires des clubs, on pense à ce litige. On n'a pas entendu votre avis. Par rapport au litige, les clubs doivent, pour les saisons 2016-2017 et 2017-2018, doivent déshériter aux joueurs. Qu'en est-il? Où vous en êtes avec cette question? Vous savez, c'est difficile parce que nous, les clubs, nous savions, nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord que nous devons aux joueurs. Mais la dette, et je le dis, la dette des joueurs est liée à celle des clubs. Est-ce que vous comprenez? L'État doit au club 4 milliards de francs CFA. L'État doit au club 4 milliards de francs CFA. Et les clubs doivent aux joueurs moins de 700 millions. Encore que même là, ce montant n'a pas rencontré les avis de tout le monde. OK? Nous, on dit oui, on est d'accord. Parce que la dette de l'État ne concerne pas que les joueurs. Mais écoutez, aujourd'hui, au motif que l'ANFPG fait pression à la fédération, et on va nous demander de payer la dette des joueurs. Mais quand nous, on fait pression pour qu'on nous paye notre dette, on nous traite de tous les noms d'oiseaux. Est-ce que vous trouvez que c'est sérieux? Mais je vous informe que là, les prestataires vont se mettre en grogne, les arbitres vont se mettre en grogne, les bailleurs aussi vont se mettre en grogne. Quand les bailleurs vont se mettre en grogne parce que les clubs n'auront pas payé leur loyer, ils vont laisser plein de chics. Vous trouvez ça normal? J'ai dit non, on veut régler le problème. Il ne faut pas qu'on extirpe les problèmes individuellement. Et voilà pourquoi j'ai même dit, et je n'étais pas d'accord avec ce que la fédération a fait comme proposition, parce que c'est avec l'argent du Covid qu'ils veulent payer les joueurs, la dette des joueurs. C'est pas normal. L'argent du Covid est l'aide que la FIFA donne à l'endroit des associations qui ont été touchées par la pandémie. Mais c'est pas avec cet argent qu'il faut payer la dette des joueurs. Mais si vous voulez payer alors, et payer également la dette des entraîneurs, payer la dette des arbitres, payer également la dette des joueurs du club. Président, nous étions nombreux lors de cette rencontre-là. Il n'a jamais été question de payer la dette des joueurs avec l'argent de Covid. Le président fédéral avait été clair, je me souviens, il avait dit qu'aucune dette n'était liée à cet argent. Cet argent n'était pas pour aider. Cet argent servait pour aider les acteurs de football. C'est pourquoi il avait élargi à un certain nombre de bénéficiaires. Les acteurs, mais là-dedans, ils avaient décidé de faire un geste de solidarité. C'est que ça c'est une faveur. C'est une faveur.
Tout en précisant que les joueurs ne sont pas employés qui fait de la fédération, mais bien la fédération, le comité exécutif. Donc ça voudrait dire que la fédération également va faire le même exercice à l'endroit des arbitres. Non, mais même les arbitres font partie des bénéficiaires. En fait, il y a... Nous ne sommes pas ici pour parler de la fédération. Non, mais éclaircir un peu la situation, Nancy. Je pense que Stéphane Massassa a suffisamment expliqué. Il y a plusieurs acteurs qui vont bénéficier de ces agents de la FIFA. Il y a les arbitres, les associations, les footballeurs, les supporters. Kennedy revient. Il y a aussi même la presse sportive qui va également en bénéficier. Bon, il y a beaucoup de gens qui vont en bénéficier de cette aide de la FIFA. En tout cas, c'est pas avec cette aide de la FIFA que les problèmes non. entre joueurs et clubs vont être définitivement réglés. On parle toujours de la réforme. La proposition des réductions des équipes éligibles en élite fait l'objet d'un travail des instances dirigeantes du football qui se penchent actuellement sur la question. Quel est votre avis? Doit-on réduire les clubs, passer de 14 à, je sais pas, à 12 ou à... Mais votre avis vous-même, est-ce que vous trouvez que c'est censé de partir de 14 à 12 ou à 8, selon vous? Président, si on s'appuie sur Nancy, si on s'appuie sur les textes de la LINAF le permettent au minimum. Que quoi? Que le championnat peut se jouer au minimum avec 8 équipes. Non, ne racontez pas des choses qui sont vraies. Voilà le statut. Nous ne sommes pas régis par le statut de la LINAF, nous sommes régis par le statut de la FEGAFOOT. Je parlais des statuts de la LINAF parce que c'est l'organisateur. Président de l'association des clubs, qu'est-ce qui vous gêne dans cette proposition de réduction? Moi, derrière, je vois aussi la possibilité de garder des clubs de bon niveau, parce qu'on sait quand même, quand on regarde tous les clubs, qu'il y a des clubs qui souffrent quand même de pas mal de carences sur le plan sportif, et puis le fond... fait 2 ou 3 passes, tu perds, tu t'énerves même au stade. Et même sur le plan structurel, il y a des clubs qui souffrent énormément. Donc si on prend les meilleurs dans l'organisation et dans la qualité du jeu, je pense que c'est une bonne proposition. Je demandais, votre avis, qu'est-ce qui vous gêne dans cette proposition de réduction des clubs en élite? Qu'est-ce qui vous gêne? Non, écoutez, moi je suis déçu de vous entendre proposer... Être en faveur de cette proposition. De vous entendre proposer... Non, mais on n'est pas en faveur. Non, on n'est pas en faveur, vous nous avez donné notre avis. Quel est votre avis? Vous m'avez posé une question, laissez-moi la latitude de répondre. Non, mais il ne faut pas dire que tu es déçu. Non, c'est mon avis. Non. C'est mon avis. J'ai le droit et le devoir d'être déçu. Gagnons du temps, nous sommes presque à la fin de cette émission. Qu'est-ce qui vous gêne? Non, ce qui propose Kennedy, je dis et je Gagnons du persiste. temps, oui. Qu'est-ce que vous Je suis déçu de vous entendre dire... Ce n'est pas une proposition qui émane des journalistes, elle émane des instances dirigeantes du football gabonais. C'est pas nous. Lesquelles? Vous les considérez? Oui, lesquelles? Mais parlez. Voilà, on n'est pas là pour faire la langue de bois. Qui la fédération, par exemple, travaille sur la réduction de... Ah, d'accord, merci. C'est un travail, c'est une proposition. Je l'apprends ce soir que la fédération est en train de travailler pour réduire le nombre de clubs. Propositions. Maintenant, ce sont que des propositions. Elles n'ont pas encore été validées. Ça va passer en conseil. Président, ne nous dites pas que vous n'avez pas entendu dire ça. Laissez-moi parler. Vous me posez une question et vous Monsieur le Président, qu'est-ce qui vous gêne dans cette réduction? C'est tout. C'est la question que vous voulez répondre. Qu'est-ce qui vous gêne? C'est tout. Cette réduction ne vise qu'un seul objectif. Lequel? À servir une catégorie d'électeurs au Congrès. Aujourd'hui, vous savez, on peut tout dire. On est en train de faire des calculs. Les gens font des calculs. S'il est difficile pour eux déjà avec 14 voix pour gagner une élection, ça va être plus facile en réduisant les clubs qui sont aujourd'hui pris comme les mauvais acteurs de notre activité. Monsieur le Président, ce n'est pas très logique ce que vous dites, parce que s'il y a une réduction des effectifs, ça ne va pas... Laissez-moi terminer. Les clubs qui vont rester en élite ne vont pas être désignés. Il y aura des critères. Je vais vous dire ceci, madame Nancy. Et ceux qui répondent aux critères... Et si ceux qui répondent aux critères ne sont pas des amis... Madame, si vous me dites... De la fédération, parce que c'est ce qu'on entend. En réduisant les clubs à 8, lorsque les clubs vont participer aux compétitions africaines, la fédération et le ministère vont donner la quote-part des clubs pour se préparer et jouer correctement, j'ai dit oui. Si vous me dites qu'en jouant à 4, la fédération va désormais organiser sa compétition de souveraineté, qui est la Coupe du Gabon, correctement chaque année, parce que depuis aujourd'hui plus de 5 ans, cette compétition n'existe pas. Je dirais oui. Si c'est à 2, allez-y. Mais je suis convaincu que
Ça, ce ne sont que des stratégies pour vouloir diminuer le collège électoral lors du congrès fédéral. Pas de réduction de clubs pour la saison prochaine. En tout cas, c'est l'avis du président de l'association des clubs de première et deuxième division. L'organisation dans les temps de prochaine saison du football national était le sujet au menu de ce 4e Gabon Sport avec Landry Kayi, président de l'association des clubs de première et deuxième division, et les journalistes Kennedy Ondo et Stéphane Massassa. Nous avons évoqué également la question de la restructuration du National Foot. Vous avez écouté les propositions du président de l'association des clubs sur la relance du championnat national gabonais. Vous pouvez réécouter cette émission toute la semaine et la suivre via la page Facebook et la chaîne YouTube de Radio Gabon. Ce programme a été réalisé par David Magena. À la technique, Julien Makita, Frédéric Nancipagna, c'est moi. Je vous dis au revoir et à la semaine prochaine, si Dieu le veut. Agréable semaine à toutes et à tous. Vous êtes câblés sur Radio Gabon émettant de Libreville, 88.7, 96.5 FM. Où que vous soyez, nous sommes avec vous.